place de notre interview long format avec Myriam Benrad. Bonjour, vous êtes professeure à l'université d'Exeter et enseignante en relations internationales, négociations et diplomatie. Je le disais en vous présentant, vous publiez dans un mois La loi du talion, le Moyen-Orient dans l'engrenage de la vengeance. C'est à paraître chez l'Artilleur. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai que pour une perspective de sortie de conflit, parce qu'on a quand même envie d'avoir cet objectif à l'esprit, il faut comprendre ce que veulent les belligérants. Et pour Israël et les États-Unis, les attentes ne sont pas forcément les mêmes. C'est ce qui se dessine de plus en plus. Alors, je pense qu'il y a une convergence de vues très claire depuis un certain temps sur le fait qu'il faut en effet continuer de démanteler par tous les moyens les capacités de l'Iran. On avait déjà vu l'axe de la résistance formé par Téhéran, lourdement affecté par les attaques contre ses mandataires, le Hezbollah, un certain nombre de milices chiites en Syrie, en Irak, et puis bien sûr la guerre contre les Houthis. La guerre des 12 jours avait aussi tout de même porté un coup très dur aux capacités de Téhéran en matière militaire et nucléaire. Et puis on a l'impression que là, tout de même, il y a eu cette décision d'aller au-delà avec cette terminologie qui est très claire à mon sens, démanteler le régime. Donc il y a vraiment cette idée de changer de système politique, de défaire non seulement les capacités, encore une fois, de nuisance de la République islamique, mais en fait d'en finir tout simplement avec la République islamique. Et c'est là, je pense, pour répondre à votre question, qu'il va y avoir quand même assez rapidement divergence entre les Américains et les Israéliens, dans la mesure où Washington, au-delà des déclarations de Trump, n'est pas dans une optique d'engagement militaire de long terme, alors que pour justement opérer un changement de régime à long terme, il faudrait déployer des troupes au sol, un engagement militaire dans la durée, ce qui n'est pas du tout l'intention de Trump, et sans doute plus celle de Netanyahou, mais Israël seul ne pourra pas, bien sûr, aller au bout de cette logique sans l'appui américain. C'est vrai qu'on a l'impression que tout repose actuellement en Iran sur l'espoir plus que sur la certitude. Donald Trump a notamment l'espoir que les Iraniens se soulèvent et prennent en main l'avenir de leur pays. On a une incertitude qui est beaucoup plus grande que dans le cas vénézuélien. On se demande du coup comment le régime peut se maintenir en place alors qu'il n'a pas vraiment de compréhension de ce que veulent les belligérants. Bon, alors je pense que le régime iranien s'est préparé de longue date à cette attaque, et en réalité bien avant le 7 octobre 2023, parce que dès 2003 et l'invasion de l'Irak par les États-Unis, cette question d'un regime change, d'un changement de régime, est devenue en quelque sorte l'obsession de l'Iran, et c'est d'ailleurs pour cela que l'Iran a, par tous les moyens, consolidé cet axe de la résistance pour essayer justement de multiplier les théâtres de conflit et éviter précisément ce qui se passe aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est-à-dire cette confrontation directe avec les États-Unis et Israël, qui a été en quelque sorte précipitée par, comme je l'ai dit, le 7 octobre 2023, qui de ce point de vue marque un tournant clair, et la détermination d'Israël d'en finir avec un certain statu quo régional qui continuait quand même de faire de l'Iran un acteur qui pouvait nuire aux intérêts israéliens, américains et plus largement occidentaux. Et donc l'Iran va riposter parce que cette préparation, si vous voulez, elle a entraîné eh bien, des reconfigurations de l'État, ce que j'appelle l'État profond sécuritaire, qui est quand même capable, malgré de lourdes pertes aujourd'hui, de se réorganiser, voire de se décentraliser, et puis sur le plan militaire, bien sûr, de livrer une guerre d'usure contre les Occidentaux, contre notamment les États-Unis et Israël. Donc je ne pense pas que l'Iran ait dit son dernier mot. Et puis surtout, quelle est la capacité de l'opposition iranienne et du peuple iranien à prendre le pouvoir? On n'a pas vu dans les jours derniers d'effondrement du régime comme certains le prédisaient. On voit plutôt une adaptabilité de ce même régime. Donc je pense qu'on est parti sur un conflit quand même de longue durée, si l'intention est de faire tomber le régime. C'est vrai que le régime a la ressource financière, mais en principe, l'objectif de ces frappes, de ces raids, c'est de toucher ces infrastructures. D'ailleurs, on le voit en Israël, les Israéliens sont beaucoup plus sereins qu'ils ne l'étaient au mois de juin. Ils ont retrouvé beaucoup plus rapidement leur vie quotidienne. Parce que la menace est moins grande, ils reçoivent moins de missiles quotidiennement.
Oui, alors je pense qu'en Israël, il y a la conviction depuis un certain nombre d'années que l'Iran est la grande menace, que l'Iran a armé un certain nombre, bien sûr, de groupes qui, par procuration, ont livré des guerres d'usure à Israël, à commencer par le Hezbollah, ce qui explique aussi, bien sûr, ces frappes et cette volonté de réinvestir le champ libanais pour faire reculer le Hezbollah. Ces groupes ne représentent plus vraiment une menace en Syrie puisque le président Al-Shara est plutôt dans une logique de négociation de paix avec Israël après des attaques qui ont été assez frontales. On a bien sûr une équation palestinienne irrésolue, mais enfin le Hamas, il n'en reste plus grand-chose dans la bande de Gaza. Donc finalement, les Israéliens considéraient qu'il fallait en finir, en effet, de la République islamique pour justement éviter la répétition d'un 7 octobre, ce type d'attaque, sans compter, comme vous l'avez souligné, qu'en effet, finalement, ces missiles qui les touchent, c'est le quotidien des Israéliens, notamment des Israéliens dans le sud du pays, depuis de longues années. Mais là, il y a vraiment cette décision de tourner la page. Cela étant, je vais peut-être nuancer quand même un peu mon propos, on a quand même des divisions en Israël quant à la temporalité de cette guerre, parce que l'effort de guerre n'est pas éternel. C'est un pays tout de même très fatigué, très, très usé. Et je pense que là, si vous voulez, tout dépend encore une fois de la durée de ces opérations qui vont tout de même avoir bien sûr un impact sur Israël et sur la population et cette fatigue de guerre quand même qui semble s'être installée dans certains milieux. Oui, c'est vrai que pour l'instant, il y a un soutien total à Benyamin Netanyahou selon les derniers sondages, mais effectivement, cette durée de la guerre, c'est la question que l'on soulève, hein, et on n'a aucune réponse à y apporter. Ça va aussi dépendre de la capacité des Iraniens à retourner dans la rue, à essayer de faire vaciller ce régime. Et vous disiez à quel point il tient encore évidemment bien tous les postes sécuritaires. Est-ce que finalement ces frappes n'arrivent pas trop tard? Parce que la mobilisation des Iraniens, elle était là il y a quelques semaines. Ils ont été fortement réprimés et aujourd'hui, ils ne savent peut-être pas comment se mobiliser alors que des frappes se poursuivent sur la capitale. Eh bien, je pense que dès le départ, c'était quand même un peu illusoire de penser qu'une population désarmée qui est face tout de même, comme je l'ai dit, à un état profond sur le plan de son appareil politico-sécuritaire. Vous l'avez aussi mentionné, les gardiens de la Révolution, c'est tout un système, un empire financier qui a la ressource, en effet, de conduire une guerre de longue durée, même si cette guerre devient asymétrique, parce qu'il faut quand même savoir qu'en cas d'effondrement de la République islamique, le conflit se transformerait en un conflit asymétrique, tout comme ça a été le cas, par exemple, en Irak après 2003, puisque des ruines à l'époque du régime bassiste, souvenez-vous, était née une insurrection armée au long cours qui a duré une vingtaine d'années et qui, finalement, en quelque sorte aussi à basse intensité, continue. Donc, dans ce contexte, si vous voulez, c'est quand même compliqué d'imaginer qu'une population civile désarmée qui a essuyé les foudres de la répression, qu'on a exécutée par milliers en cas de contestation, puisse avoir les moyens à elle seule de prendre les rênes du pays. L'opposition iranienne à l'étranger est très divisée. On a vu les frictions entre le camp des Pahlavis et le reste de l'opposition, donc il n'y a pas d'alternative politique claire. Et puis surtout, les Américains eux-mêmes qui soutiennent cette intervention militaire et qui y participent n'ont pas de plan non plus, et Israël n'a rien mis de clair sur la table. On nous parle de surprises à venir, mais enfin, il faudrait surtout un plan de sortie de crise, comme vous l'avez dit au début de notre entretien. Il vous semble que cette guerre est destinée à se propager quand on voit les cibles iraniennes, quand on voit ce qui est en train de se passer là en ce moment en Irak, avec au Kurdistan, avec des frappes iraniennes vraisemblablement autour de l'aéroport? Oui, je pense en fait qu'on a quand même ouvert un peu la boîte de Pandore, comme encore une fois ça a été le cas par le passé dans cette région, parce que on a vu très rapidement un effet de régionalisation de l'escalade, avec des fronts qui étaient déjà ouverts, hein. La guerre continuait au Liban, la guerre n'a jamais cessé en Irak, la guerre n'a jamais cessé au Yémen, enfin, tous ces fronts n'étaient pas nouveaux, mais là on voit une extension, une internationalisation avec par exemple une réaction européenne qui est quand même très défensive, des exercices militaires et des dispositifs de sécurité collective qui sont réactivés en Méditerranée orientale. On voit aussi des pays asiatiques se mobiliser aux côtés de ce qui ressemble plutôt d'ores et déjà à une forme de coalition internationale
aux contours un peu lâches contre l'Iran, parce que l'Iran aussi, dans une fuite en avant, a frappé tous azimuts, y compris les pays du Golfe, qui bien sûr se voient entraînés dans ce conflit contre leur gré et qui vont être obligés de réopérer un alignement sur les positions israélo-américaines pour leur sécurité. Et les Européens eux-mêmes, bien sûr, qui observent tout cela tout de même assez terrifiés, parce qu'on n'a aucune idée, par ailleurs, aussi au long cours des réverbérations de cette nouvelle déstabilisation qui, là, n'est pas n'importe quelle déstabilisation, c'est quand même la remise en cause d'un ordre régional qui était ce qu'il était, mais où l'Iran, même dans la violence, dans le recours au terrorisme, dans cette guerre asymétrique, structurer les équilibres. Là, on n'a plus d'équilibre, on ne sait pas où on va en fait, et on ne sait pas ce qu'il va en rester. L'Iran riposte, c'est une guerre évidemment militaire qui est en cours, mais c'est aussi une guerre économique, notamment de la part de l'Iran, avec Hormuz, hein, qui génère énormément de questions, avec des infrastructures pétrolières et gazières qui sont frappées. On peut se demander si à moyen terme, ce ne sont pas des usines de dessalement en Arabie Saoudite qui vont être frappées par les Iraniens. On voit en tous les cas à quel point les pays du Golfe sont dépendants de ce détroit pour leur alimentation, pour toute leur économie en somme. Oui, les pays du Golfe, mais aussi l'ensemble, je dirais, de la communauté internationale, puisque le détroit d'Ormuz, c'est l'une des principales voies de transit maritime notamment des hydrocarbures dans cette région et à l'échelle mondiale. Donc la fermeture, si elle est temporaire, elle aura un impact qui est déjà en fait significatif, mais qui pourra être peut-être limité quant à ses effets. Si cette fermeture est durable, donc si le conflit s'enlise et que l'Iran maintient le détroit fermé dans le temps, on peut la craindre même. J'ai écrit un texte récemment sur le sujet, l'éventualité d'un troisième choc pétrolier qui déstabiliserait l'économie mondiale. En tout cas, on voit des phénomènes d'affolement sur les marchés. La communauté des affaires est très inquiète. Les pays du Golfe voient tout de même leur stratégie de développement économique, pour le moins, alors brisée non, mais enfin freinée, gelée dans le contexte de l'ouverture de cette guerre qui les vise maintenant au premier plan avec des frappes quasi quotidiennes et donc, vous l'avez dit aussi, sur leurs infrastructures énergétiques. Tout cela était inattendu, hein, tout de même. Je ne pense pas que les Américains et les Israéliens s'attendaient à ce type de riposte, même si l'on pouvait prévoir encore une fois que mis à genoux et au bout de ses capacités, ce régime allait encore une fois recourir à ce type de réponse en promettant la vengeance et des représailles à long terme. Donc c'est un peu ce qui inquiète en fait, parce qu'au niveau économique, bien sûr, les répercussions peuvent être très graves si, encore une fois, cette escalade perdure dans le temps. Je vous remercie beaucoup, Myriam Benrad, d'avoir répondu à nos questions.